Salut tout le monde. Alors, toujours sur le livre Le voleur de foudre, on est au 7e chapitre. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le dernier chapitre était très intéressant. On est à 25% du livre là. Donc on commence à rentrer dans le vif du sujet. C'est plutôt pas mal. En tout cas, j'espère que ça vous plaît bien. Je viens seulement de commencer à mettre les vidéos sur YouTube. J'ai fait... donc là on doit être la 5e vidéo. Et aujourd'hui j'ai seulement commencé à mettre la première vidéo. Donc c'est juste pour vous mettre un timing à peu près. Donc c'est parti. 7. Mon dîner part en fumée. La rumeur de l'incident des toilettes s'est répandue comme une traînée de poudre. Partout où j'allais, les pensionnaires me montraient du doigt en murmurant, et il me semblait entendre eau de WC. Peut-être regardait-il juste Annabeth qui était encore trempée. Elle m'a montré quelques autres endroits, l'atelier aux métaux, où les jeunes forgeaient leur propre épée, la salle d'art et d'artisanat. Les satyres y polissaient à la sableuse une immense statue de marbre représentant un homme chèvre, et le mur d'escalade, lequel se composait en fait de deux murs en vie à vie, qui tremblaient violemment, projetaient des rochers et des jets de lave, s'écrasaient l'un contre l'autre si on n'arrivait pas en haut assez vite. En fin de parcours, nous sommes retournés au lac de canoë-kayak, d'où la piste ramenée au bungalow. Il faut que j'aille m'entraîner, a dit Annabeth, d'un ton neutre. Le dîner est à 7h30. Tu n'auras qu'à suivre ton bungalow au réfectoire. Annabeth, je suis désolé pour les toilettes. Pas grave, ce n'était pas ta faute. Non, ce n'était pas ma faute. Elle m'a regardé d'un air dubitatif, et j'ai alors pris conscience qu'en fait c'était ma faute. J'avais fait jaillir l'eau des WC et des douches. Je n'arrivais pas à comprendre comment, mais les toilettes m'avaient répondu. Je n'avais plus fait qu'un avec la tuyauterie. Il faut que tu consultes l'oracle, a dit Annabeth. Qui ça? Pas qui? Quoi? L'oracle? Je demanderai à Chiron. J'ai plongé le regard dans les eaux du lac, songeant que j'aimerais bien que quelqu'un, pour une fois, me donne une réponse claire. Je ne m'attendais pas à trouver un interlocuteur dans les profondeurs. Aussi ai-je sursauté en découvrant deux adolescentes assises en tailleur au pied de la jetée, environ 6 mètres sous l'eau. Elles portaient des blue jeans et des t-shirts scintillants, et leurs cheveux bruns flottaient librement sur leurs épaules. Parmi une myriade de petits poissons, elles m'ont fait signe de la main en souriant, comme si j'étais un ami qu'elles n'avaient pas vu depuis longtemps. Je ne savais pas quoi faire, alors je les ai saluées à mon tour. Ne les encourage pas, m'a dit Annabeth. Les naïades sont de redoutables allumeuses. Les naïades, ai-je répété, complètement accablé. C'est bon, là je veux rentrer chez moi maintenant. Annabeth a froncé les sourcils. Mais tu ne comprends pas, Percy. Tu es chez toi ici. C'est le seul endroit sur Terre qui soit sûr pour des enfants comme nous. Tu veux dire les enfants souffrant de troubles psychologiques? Je veux dire pas humains, pas entièrement humains, en tout cas à moitié humain. Moitié humain et moitié quoi? Je crois que tu le sais. Je ne voulais pas l'admettre, mais j'avais peur de le savoir. Effectivement, j'ai senti un picotement dans mes membres, sensation que j'avais déjà éprouvée parfois, quand ma mère me parlait de mon père. Dieu, ai-je dit, à moitié Dieu. Annabeth a hoché la tête. Ton père n'est pas mort, Percy. C'est un des Olympiens. C'est fou. Vraiment. Quelle est la chose la plus fréquente que font les dieux dans les vieilles histoires? Ils passaient leur temps à tomber amoureux d'humains et à avoir des enfants avec eux. Tu t'imagines qu'ils auraient changé leurs habitudes ces quelques derniers millénaires? Mais ce ne sont que j'allais dire, des mythes. Puis je me suis souvenu de Chiron me disant que dans 2000 ans, on pourrait me traiter moi-même de mythe. Mais si les gamins ici sont tous à moitié dieux, demi-dieu, a dit Annabeth,
père est professeur à l'académie militaire de West Point, a-t-elle répondu. Je ne l'ai pas vu depuis que j'étais toute petite. Il enseigne l'histoire américaine. Il est humain. Quoi? Tu présumes que ce sont forcément des dieux mâles qui sont attirés par des humaines. Plus sexiste que ça, tu meurs. Qui est ta mère alors? Bungalow 6, c'est-à-dire. Annabeth s'est redressée. Athéna, déesse de la sagesse et du combat. D'accord, me suis-je dit en voix intérieure, pourquoi pas? Et mon père? Indéterminé, comme je te le disais tout à l'heure, personne ne le sait. Sauf ma mère, elle le savait. Peut-être pas, Percy, a dit Annabeth. Les dieux ne révèlent pas toujours leur identité. Mon père le lui aurait dit. Il l'aimait. Annabeth me lançait un regard prudent. Elle ne voulait pas me faire de la peine. Tu as peut-être raison, a-t-elle ajouté. Il en fera peut-être un signe. C'est le seul moyen de savoir avec certitude. Ton père doit envoyer un signe, te revendiquant comme son fils. Cela se produit parfois. Tu veux dire que parfois, ça ne se produit pas? Annabeth a passé la main sur la balustrade. Les dieux sont occupés, ils ont plein d'enfants, et ils ne sont pas toujours heureux. Écoute, parfois, ils ne s'intéressent pas à nous, Percy, ils nous ignorent. J'ai repensé à certains des enfants que j'avais vus au bungalow, d'Hermès, des adolescents qui avaient l'air moroses et déprimés, comme s'ils attendaient un coup de fil qui ne venait jamais. J'avais connu des jeunes comme ça à Yancy, envoyés en pension par des parents riches qui n'avaient pas le temps de s'occuper d'eux. Mais des dieux devraient se comporter mieux, pensais-je. Alors je suis coincé ici, ai-je dit, c'est ça, pour le restant de ma vie. Ça dépend, répondit Annabeth. Certains pensionnaires passent seulement l'été à la colonie. Si tu es un enfant d'Aphrodite ou de Déméter, tu n'es sans doute pas une force puissante. Les monstres risquent de t'ignorer. Tu peux donc te contenter de suivre quelques mois d'entraînement l'été et vivre dans le monde des mortels le reste de l'année. Mais pour certains d'entre nous, il est trop dangereux de partir. Nous sommes des permanents. Dans le monde des mortels, nous attirons les monstres. Ils détectent notre présence. Ils viennent nous provoquer au combat. Le plus souvent, ils nous laissent tranquilles jusqu'à ce que nous soyons assez grands pour causer des ennuis. C'est-à-dire jusqu'à l'âge de 10 ou 11 ans. Mais après cela, la plupart des demi-dieux débarquent ici, ou se font éliminer. Quelques-uns parviennent à survivre dans le monde extérieur et deviennent célèbres, crois-moi. Si je te donnais des noms, tu ne les connaîtrais. Certains ne se rendent même pas compte qu'ils sont des demi-dieux, mais ce sont des cas très très rares. Alors les monstres ne peuvent pas rentrer ici. Annabeth a secoué négativement la tête, sauf s'ils ont été placés délibérément dans les bois ou convoqués spécialement par quelqu'un de l'intérieur. Quelle raison peut-on bien avoir de convoquer un monstre? S'entraîner au combat, faire une farce? Une farce? Le truc, c'est que les limites de la colonie sont verrouillées. Pour empêcher les mortels et les monstres d'entrer. De l'extérieur, les mortels regardent la vallée et ne voient rien d'anormal, juste des champs de fraises. Alors, tu es une permanente. Annabeth a hoché la tête. De l'intérieur de son t-shirt, elle a sorti un lien de cuir orné de 5 pierres d'argile de différentes couleurs qu'elle portait au cou. Il était exactement comme celui de Luc, sauf qu'une grosse bague en or y était également enfilée. Je suis ici depuis mes 7 ans, a-t-elle dit. Chaque année, au mois d'août, le dernier jour de la session d'été, tu reçois une perle pour avoir survécu une année de plus. Je suis ici depuis plus longtemps que la plupart des conseillers, et ils vont tous à la fac. Pourquoi es-tu venue si petite? Annabeth s'est mise à tripoter la bague à son cou. Ça ne te regarde pas. Oh. Je me suis tue, mal à l'aise. Au bout d'une minute, j'ai repris la parole. Alors, je pourrais m'en aller d'ici tout de suite si je voulais. Ce serait du suicide, mais tu pourrais, avec la permission de Monsieur T ou de Chiron. Cela dit, ils ne te donneraient pas leur permission avant la fin de
la session d'été, sauf si on te confie une quête. Mais cela n'arrive pratiquement jamais. La dernière fois, Annabeth n'a pas fini sa phrase, au ton de sa voix. J'ai compris que la dernière fois, ça ne s'était pas bien passé. Dans l'infirmerie, ai-je repris, quand tu me donnais ce truc à manger. L'ambroisie, ouais, tu m'as posé une question sur le solstice d'été. Les épaules d'Annabeth se sont crispées. Alors, tu sais quelque chose? En fait, non. À mon ancienne école, j'ai surpris une conversation entre Grover et Chiron. Grover a parlé du solstice d'été. Il a dit que nous n'avions pas beaucoup de temps à cause de l'échéance, un truc de ce genre. Qu'est-ce que ça signifiait? Annabeth a serré les poings. Si seulement je savais. Chiron et les satyres le savent, mais ils refusent de me le dire. Il y a quelque chose qui cloche à l'Olympe, quelque chose de grave. Pourtant, la dernière fois que j'y suis allé, tout avait l'air normal. Tu es allé à l'Olympe? Non. Nous sommes quelques permanents, Luc, Clarisse, moi, et une poignée d'autres, à y être allés en sortie éducative pendant le solstice d'hiver. C'est le moment où les dieux tiennent leur conseil annuel. Mais comment es-tu allé? Ben, par le chemin de fer de Long Island, bien sûr. Tu descends la gare de Penn Station, à l'Empire State Building. Tu prends l'ascenseur spécial pour le 600e étage. Elle m'a regardé comme si elle était persuadée que je savais déjà tout cela. Tu es New-Yorkais, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr. À ma connaissance, l'Empire State Building n'avait que 102 étages, mais j'ai décidé de ne pas faire de commentaires. Juste après notre visite, a repris Annabeth, le ton s'est détraqué, comme si une dispute avait éclaté entre les dieux. Depuis, j'ai surpris 2 ou 3 conversations entre des satyres. À ce que j'ai pu comprendre, quelque chose d'important a été volé. Et si cette chose n'est pas restituée d'ici le solstice d'été, ça va barder. Lorsque tu es arrivé, j'espérais, je veux dire, Athéna peut s'entendre avec pratiquement tout le monde à part Arès. Et puis, bien sûr, il y a sa rivalité avec Poséidon. Mais enfin, à part ça, je pensais que nous pourrions travailler ensemble. Je croyais que tu savais quelque chose. J'ai secoué la tête, j'aurais bien aimé pouvoir l'aider, mais j'avais le ventre trop vide et la tête trop pleine pour poser d'autres questions. Il faut que je décroche une quête, murmurait Annabeth. À part, soit je suis pas trop jeune si seulement. Il me disait quel était le problème. J'ai senti une odeur de barbecue dans les parages. Annabeth a dû m'entendre gargouiller car elle m'a dit d'y aller, qu'elle me rejoindrait plus tard. Quand je suis parti, elle passait lentement le doigt sur la balustrade, comme pour dessiner un plan de bataille. Au bungalow 11, tout le monde bavardait et s'amusait en attendant l'heure du dîner. Puis, la première fois, j'ai remarqué que beaucoup de pensionnaires avaient des traits ressemblants, le nez pointu, des sourcils en accent circonflexe, un sourire malicieux. C'était le genre de môme que les profs cataloguaient tout de suite comme des chahuteurs. Heureusement, personne n'a fait attention à moi quand je suis allé à mon coin de sol, pour m'y avaler avec ma corne de minotaure. Luc, le conseiller, m'a rejoint. Lui aussi avait l'air de famille Hermès, bien que caché par la balafre à sa joue gauche. Son sourire, en revanche, était intact. Je t'ai trouvé un sac de couchage, a-t-il dit. Tiens, je t'ai volé quelques affaires de toilette dans la réserve de la colonie aussi. Je ne savais pas s'il plaisantait ou non pour le vol. Merci, ai-je dit. Pas de problème. Luc s'est assis à côté de moi, on s'adossant au mur. Rude première journée. Je ne suis pas à ma place ici, ai-je dit. Je ne crois même pas aux dieux. Ouais, on a tous commencé comme ça. Et tu sais quoi? Une fois que tu commences à y croire, ça ne te simplifie pas les choses. L'amertume que j'ai décelée dans sa voix m'a surpris, parce que Luc avait l'air d'un type assez cool, le genre de type qui peut s'adapter à pratiquement n'importe quoi. Alors ton père c'est Hermès, lui ai-je demandé. Il a sorti un couteau à grand arrêt de sa poche, et j'ai cru une seconde qu'il allait m'étriper, mais il s'est contenté de racler la boue de la semelle de sandale. Ouais, Hermès. Le messager au pied ailé.
voyageurs, marchands, voleurs, tous ceux qui prennent la route. C'est pour cette raison que tu es là, que tu bénéficies de l'hospitalité du bungalow 11. Hermès n'est pas regardant, il paraît n'importe qui. Je me suis dit que Luc n'avait pas voulu me traiter de n'importe qui. Il était sans doute préoccupé. As-tu jamais rencontré ton père? Lui ai-je demandé. Une fois. J'ai attendu pourtant qu'il voulait me le raconter. Il le ferait. Apparemment, il ne souhaitait pas. Je me suis demandé si l'histoire avait un rapport avec sa balafre. Luc a levé la tête et a souri. Ne t'inquiète pas, Percy. Les pensionnaires d'ici, pour la plupart, ce sont des gentils. Après tout, c'est la famille, une large vie. Pas vrai? Nous veillons les uns sur les autres. Il semblait comprendre à quel point je me sentais perdu, et je lui en étais reconnaissant, car normalement, un gars plus âgé comme lui, même s'il était conseillé, aurait évité un collégien bourré de problèmes comme moi. Mais Luc m'avait accueilli au bungalow. Il avait même volé des affaires de toilette pour moi, et c'était la plus grande marque de gentillesse que j'avais reçue de toute la journée. J'ai décidé de lui poser ma dernière grande question, celle qui m'avait tracassé tout l'après-midi. Clarisse de chez Arès s'est moquée de moi en disant que je ne pouvais pas être de l'étoffe des trois grands. Et puis, Annabeth deux fois, elle a dit que c'était peut-être moi. Peut-être moi quoi? Elle a dit que je devais consulter l'oracle. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Luc a repris son grand arrêt. Je déteste les prophéties, a-t-il dit. Qu'est-ce que tu veux dire? Son visage a tressailli durant sur sa cicatrice. Disons juste que j'ai caché les choses pour tout le monde. Ça fait 2 ans depuis que mon expédition au jardin des Hespérides a mal tourné, que Chiron n'autorise plus aucune quête. Annabeth meurt d'envie d'aller dans le monde. Elle a tellement asticoté Chiron qu'il a fini par lui dire qu'il connaissait déjà son sort, qu'il avait reçu une prophétie de l'oracle. Il a refusé de tout lui raconter. Mais il a dit qu'Annabeth n'était pas encore destinée à partir en quête. Elle devait attendre que quelqu'un de spécial arrive à la colonie. Quelqu'un de spécial? T'inquiète pas mon grand, a dit Luc. Chaque fois qu'un nouveau pensionnaire arrive, Annabeth s'imagine que c'est le présage qu'elle attend. Maintenant vient, c'est l'heure du dîner. À peine a-t-il fini sa phrase qu'une corne a retenti au loin. J'ai su qu'il s'agissait d'une conque, même si je n'avais aucune encore jamais entendu. Le 11 a crié Luc, à vos rangs. Le bungalow tout entier, nous étions environ une vingtaine, et sortis à la queue dans la cour, nous nous sommes rangés par ordre d'ancienneté, ce qui a fait de moi le grand dernier. Bien sûr, des pensionnaires afflués des autres bungalows également, sauf des 3 bungalows vides, du bout et du bungalow 8, qui m'avait paru normal à la lumière du jour, mais qui commençait à luire d'un éclat argenté maintenant que le soleil se couchait. Nous avons gravi la colline en direction du pavillon à colonnes du réfectoire. Des satyres ont quitté la prairie pour nous rejoindre. Des naïades ont émergé du lac. Quelques autres filles sont sorties des bois. Et quand je dis sorties des bois, je veux dire directement sorties des bois. J'ai vu une petite fille de 9 ou 10 ans surgir du tronc d'un érable et se lancer en sautillant sur le flanc de la colline. En tout, il devait y avoir une centaine de pensionnaires, quelques douzaines de satyres et une douzaine de nymphes des bois et naïades. Au réfectoire, des torches flambaient tout autour des colonnes de marbre. Au centre, un feu brûlait dans un brasero de bronze de la taille d'une baignoire. Chaque bungalow disposait de sa table attitrée, recouverte d'une nappe blanche à liseré violet. 4 tables étaient vides. En revanche, il y avait beaucoup trop de monde. À celle du bungalow 11, j'ai dû me coincer en bout de banc, une moitié de veste dans le vide. J'ai aperçu Grover à la table 12, en compagnie de Monsieur T, de quelques satyres et de 2 garçons dodus qui ressemblaient beaucoup à Monsieur T. Chiron se tenait juste à côté de la table, bien trop petite pour un centaure.
Annabeth était assise en table 6 avec un groupe de jeunes à l'allure sportive qui avaient tous ses yeux gris et sérieux et ses cheveux couleur de miel. Clarisse était assise derrière moi à la table d'Arès. Elle avait dû se remettre de sa touche forcée car elle riait et rôdait gaillardement avec sa tablée. Au bout d'un moment, Chiron a martelé de son sabot le sol de marbre du pavillon et tout le monde s'est tu. Il a levé un verre. Oh Dieu! Tout le monde a levé son verre en reprenant Oh Dieu! Des nymphes se sont avancées avec des plats chargés de nourriture, raisins, pommes, fraises, fromage, pain frais, et oui, grillade. Mon verre était vide, mais Luc m'a dit parle-lui, demande-lui ce que tu veux, sans alcool bien sûr. J'ai dit coca cerise. Le verre s'est rempli d'un liquide brun caramel pétillant. Puis j'ai une idée. Coca cerise bleue. Mon soda a viré au bleu cobalt. J'ai goûté brutalement. Parfait. J'ai porté un toast à ma mère. Elle n'a pas disparu, me suis-je dit. Pas de façon définitive. En tout cas, elle est aux enfers. Et si c'était un Lurel, alors un jour. Tiens, Percy, m'a dit Luc, en me tendant un plat d'entrecôte. Grillé, je me suis servi généreusement et j'allais me découper une belle bouchée quand j'ai remarqué que tout le monde se levait et se dirigeait, assiette à la main, vers le feu central. Je me suis demandé s'ils allaient chercher le dessert ou quoi. Viens, m'a dit Luc. En me rapprochant, j'ai vu que chacun son tour venait prélever une part de son repas et la jeter dans les flammes. La fraise la plus mûre, la tranche de viande la plus juteuse, le petit pain le plus chaud et beurré. Luc m'a murmuré à l'oreille. Offrande brûlée pour les dieux. Ils aiment l'odeur. Tu plaisantes. Ce regard m'a averti de ne pas prendre cela à la légère. Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander pourquoi un être immortel et tout-puissant aimerait l'odeur d'aliments brûlés. Luc s'est approché du feu, a penché la tête et jeté une grappe de gros raisins noirs. Hermès, c'est maintenant mon tour. J'aurais tellement aimé savoir quel dieu nommer. Alors j'ai prononcé une prière silencieuse. Qui que tu sois, dis-le moi s'il te plaît. J'ai jeté un beau morceau d'entrecôte dans les flammes. Lorsqu'une bouffée de fumée m'est parvenue aux narines, je n'ai pas suffoqué. Elle n'avait pas du tout une odeur d'aliments brûlés. Elle sentait le chocolat chaud, les gâteaux sortant du four, les hamburgers au barbecue et les fleurs des gens, ainsi qu'une centaine d'autres. Bonnes choses dont le parfum n'aurait pas dû aller bien ensemble, mais qui pourtant se mélangeaient délicieusement. J'aurais presque pu croire que les dieux se nourrissaient de cette fumée. Une fois que tout le monde eut regagné sa place et fini de dîner, Chiron a de nouveau tapé du sabot. Monsieur D s'est levé en poussant un gros soupir. Bon, je crois qu'il faut que je vous dise bonjour à tous les marmots. Alors bonjour. Notre directeur d'activité, Chiron, annonce que le prochain capture de l'étendard aura lieu vendredi. Actuellement, c'est le Bungalow 5 qui détient les lauriers. Des acclamations stridentes ont jailli de la table d'Arès. Personnellement, a continué Monsieur D, je m'en moque. Mes félicitations. Puis je dois aussi vous dire que nous avons un nouveau pensionnaire à partir d'aujourd'hui, Peter Jackson. Chiron a murmuré quelque chose. Percy Jackson, a rectifié Monsieur D. C'est ça, bienvenue, hurrah, etc. Maintenant, filez à votre stupide feu de camp, allez. Tout le monde a applaudi. Nous nous sommes tous dirigés vers l'amphithéâtre où le bungalow d'Apollon a animé la soirée de chant. Nous avons chanté des chansons sur les dieux, mangé des marshmallows, grillé au chocolat, ri et plaisanté. Et ce qui était marrant, c'est que je n'avais plus l'impression qu'on me regardait. Je me sentais chez moi. Plus tard dans la soirée, alors que les étincelles de feu de confusaient dans le ciel étoilé, la conque a retenti de nouveau et nous avons tous regagné notre bungalow en rang. Je me suis rendu compte de mon degré d'épuisement qu'à l'instant où je me suis effondré sur mon sac de couchage d'emprunt. J'ai refermé les doigts sur la corne du Minotaure. J'ai pensé à maman.
mais c'était des bonnes pensées, son sourire, les histoires qu'elle me lisait le soir dans mon lit quand j'étais petit, sa façon de me dire « Ne te fais pas mordre par les punaises de lit ». À la seconde où je fermais les yeux, je me suis endormi. Telle fut ma première journée à la colonie des sans-mêlés. J'étais loin de soupçonner, alors que mon séjour dans mon nouveau foyer serait si court. On est au chapitre 8. Nous capturons un étendard. Au cours des années suivantes, j'ai adopté un rythme d'études qui me semblait presque normal, mis à part le fait que mes professeurs étaient des satyres, des nymphes et un centaure. Tous les matins, un abbé me donnait des cours de grec ancien. Nous parlions des dieux au présent, ce qui me faisait un drôle d'effet. Un abbé avait juste pour ma dyslexie. Je n'avais pas beaucoup de mal à lire le grec ancien, en tout cas pas plus que l'anglais. Au troisième cours, je pouvais déjà parcourir quelques vers d'Homère sans avoir trop mal à la tête. Le restant de la journée, je faisais le tour des activités de plein air, en cherchant une discipline pour laquelle j'aurais des aptitudes. Giron a essayé de m'enseigner le tir à l'arc, mais nous avons assez vite découvert que je me débrouillais fort mal avec un arc et une flèche. Il ne s'est pas plaint, même quand il a dû extirper une flèche égarée dans les crins de sa queue. La course à pied, je n'y valais rien non plus. Les nymphes des bois qui enseignaient la course me semaient dans la poussière. Elles m'ont dit de ne pas m'en faire. Elles avaient des siècles d'entraînement à force de courir pour échapper aux dieux. En mal d'amour. Il n'empêche, c'était un peu humiliant d'être plus long qu'un arbre. Et la lutte laissait tomber. Chaque fois que je mettais les pieds sur le tapis de sol, Clarisse me collait la raclette du siècle. J'ai d'autres torgnolants en stock pour toi, tocard, me grognait-elle à l'oreille. La seule chose où j'excellais, c'était au canoë-kayak, ce qui n'était pas vraiment le genre de talent héroïque que les gens s'attendaient à trouver chez le gosse qui avait battu le Minotaure. Je savais que les aînés des pensionnaires et les conseillers m'observaient en essayant de déterminer qui était mon père, mais ils n'avaient pas la tâche facile. Je n'étais pas fort comme un des enfants d'Arès, ni habile au tir à l'arc comme ceux d'Apollon. Je n'avais pas le talent de forgeron d'Héphaïstos, ni l'influence de Dionysos sur les plantes. Luc me disait que j'étais peut-être un enfant d'Hermès, un genre de touche-à-tout, sans talent spécifique, mais j'avais l'impression qu'il cherchait juste à me remonter le moral. Lui non plus ne savait pas quoi penser. Malgré tout, j'aimais la colonie. Je me suis vite habitué à la brume matinale sur la plage, à l'odeur des champs de fraises, chauffés par le soleil l'après-midi, et même au bruit bizarre des monstres la nuit dans les bois. Je dînais avec le bungalow 11. J'étais une partie de mon repas dans le feu, et m'efforçais chaque fois de ressentir un lien quelconque avec mon père. Rien ne venait, juste ce sentiment chaleureux que j'avais toujours eu, comme le souvenir de son sourire. J'essayais de ne pas trop penser à maman, mais je ne m'arrêtais pas de me demander si les dieux et les monstres étaient réels, et si toutes ces choses magiques étaient possibles, alors il devait sûrement exister un moyen de la sauver, de la ramener parmi les vivants. Je commençais à comprendre l'amertume de Luc et la rancœur qu'il semblait éprouver à l'égard de son père. Hermès, d'accord, les dieux avaient des choses importantes à faire, mais ne pouvait-il pas passer un coup de fil une fois de temps en temps, un coup de tonnerre, quelque chose? Dionysos pouvait bien faire apparaître un Cook-Light par magie. Pourquoi mon père, quel qu'il soit, ne pourrait-il pas faire apparaître un téléphone? Le jeudi après-midi, 3 jours après mon arrivée à la colonie de Sans-Mêlés, j'ai pris ma première leçon d'épée. Tous les membres du bungalow 11 sont regroupés dans la grande arène circulaire où Luc était allé être notre maître
coup d'arrêt à la dure. Chaque nouvel assaut me laissait un peu plus fatigué et meurtri. Tiens ta garde, Percy, me disait-il, et plaf, il m'assénait le plat de son épée sur les côtes. Non, pas si haut, et plaf. Fonds-toi, plaf. Maintenant recule, plaf. Quand il a enfin annoncé une pause, j'étais trempé de sueur. Tout le monde s'est rué sur la glacière, contenant les boissons fraîches. Luc s'est versé de l'eau glacée sur la tête, ce qui m'a paru une si bonne idée que j'en ai fait autant. Aussitôt, je me suis senti mieux. La vigueur est revenue à flot. Dans mes bras, l'épée ne me semblait plus si dure à manier. Bon, tout le monde en cercle a ordonné Luc. Si ça n'embête pas Percy, je veux vous faire une petite démonstration. Super, me suis-je dit. Regardons tous Percy prendre sa pâtée. Les Hermès se sont attroupés, ils se retenaient de sourire. J'ai supposé qu'ils avaient tous déjà été à ma place, qu'ils étaient impatients à présent de voir Luc se servir de moi comme d'un punching ball. Il a expliqué à tout le monde qu'il allait montrer une technique de désarmement, comment retourner la lame de l'adversaire avec le plat de sa propre épée de façon à l'obliger à lâcher son arme. C'est un coup difficile, a-t-il insisté. J'en ai déjà fait les frais. Alors on ne se moque pas de Percy. La plupart des épéistes mettent des années à maîtriser cette technique. Il a fait la démonstration du coup au ralenti sur moi, et bien sûr, l'épée m'est tombée de main avec fracas. L'épée m'est tombée de la main avec fracas. Maintenant, en temps réel, a-t-il dit, après que j'eus ramassé mon arme, nous allons tirer jusqu'à ce que l'un de nous deux décide de tenter la botte. Prêt, Percy? J'ai hoché la tête, et Luc a engagé le fer. Je ne sais pas comment, mais je suis parvenu à l'empêcher d'atteindre la poignée de mon épée. Mes sens se sont aiguisés. Je voyais ces assauts venir. Je les contrais. J'ai bondi en avant et tenté un coup de pointe. Luc n'a pas eu de mal à le parer, mais j'ai vu son visage changer d'expression. Il a plissé les yeux et s'est mis à me talonner avec plus d'ardeur. L'épée commençait à peser lourd de ma main. Elle n'était pas bien équilibrée. Je savais que ce n'était plus une question de secondes avant que Luc l'emporte. Alors je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai tenté la manœuvre de désarmement. Ma lame a heurté la base de celle de Luc. J'ai donné un tour en poussant de tout mon poing vers le bas. Cling clong. L'épée de Luc a cliqueté contre les pierres. La pointe de ma lame était à 3 cm de sa poitrine non défendue. Les autres pensionnaires se taisaient tous. J'ai baissé mon épée. Désolé. Luc est resté muet quelques secondes, trop sidéré pour parler. Désolé, a-t-il dit enfin, et son visage balafré s'est fendu d'un grand sourire. Par les dieux, Percy, pourquoi donc es-tu désolé? Montre-moi ça de nouveau. Je n'en avais pas envie. Ma brève poussée d'énergie frénétique m'avait complètement abandonné, mais Luc a insisté. Cette fois-ci, il n'y a pas eu compétition. À peine nos lames se sont-elles croisées que Luc a frappé ma poignée et envoyé mon épée au sol. Au bout d'un long silence, quelqu'un dans l'assistance a dit: était-ce la chance du débutant? Luc s'est penché le front. Il m'évalue avec un intérêt entièrement nouveau. Peut-être a-t-il répondu, mais je serais curieux de voir ce que Percy peut faire avec une épée équilibrée. Le vendredi après-midi, j'étais au bord du lac avec Grover, après avoir échappé de justesse à la mort sur le mur de l'escalade. Grover l'avait grimpé jusqu'en haut à la vitesse d'un chamois, mais moi, j'avais bien failli me faire rétamer par un jet de lave. Mon t-shirt était percé de trous fumants, les poils de mes avant-bras avaient roussi. Assis sur la jetée, nous avons regardé les naïades tresser des paniers sous l'eau jusqu'au moment où j'ai rassemblé le courage de demander à Grover comment s'était passé son entretien avec Monsieur D. Son visage a pris une teinte jaune bilieuse.
mal, non? Mais il aurait pu tout aussi bien me mettre à nettoyer les écuries. Des chances de devoir confier une quête. Et quand bien même, pourquoi voudrais-tu que je t'accompagne? Évidemment que je voudrais que tu m'accompagnes. Grover fixait l'autre d'un œil morose. Tresser des paniers, ça doit être agréable d'avoir un talent utile. J'ai essayé de le convaincre qu'il avait un tas de talents, mais je ne suis arrivé qu'à le déprimer encore davantage. Alors, nous avons parlé de canot et kayak et de maniement de l'épée, puis discuté des avantages et des inconvénients des différents dieux. Pour en finir, je l'ai interrogé sur les 4 bungalows vides. Le numéro 8, l'argenté, appartient à Artémis, a-t-il dit. La fée veut de virginité éternelle, donc pas d'enfant bien sûr. Le bungalow est pour la forme, tu comprends. Si elle n'en avait pas, elle serait furieuse. Bon d'accord, mais les 3 autres, c'est du bout, ce sont les 3 grands. Grover s'est dit, nous abordions un sujet délicat. Non, l'un d'eux, le numéro 2, appartient à Hera, m'a-t-il expliqué. Là aussi, c'est pour la forme, étant la déesse du mariage. Elle ne va pas batifoler avec les mortels. Ça, c'est le boulot de son mari. Lorsqu'on parle des 3 grands, ce sont les 3 frères puissants qu'on désigne, les fils de Cronos. Zeus, Poséidon et Hadès. Exact. Tu le sais, après leur grande bataille contre les titans, ils se sont emparés du monde de leur père et ils l'ont tiré au sort entre eux. Zeus a obtenu le ciel. Me suis-je rappelé Poséidon la mer, Hadès les enfers. Moi, Hadès n'a pas de bungalow. Non, il n'a pas de trône. À l'Olympe non plus. Il a son propre royaume aux enfers, en quelque sorte. S'il avait un bungalow ici, Grover a frissonné. Eh bien, ce ne serait pas agréable. Restons-en là. Mais Zeus et Poséidon, d'après les mythes, ils ont tous les deux eu des kyrielles d'enfants. Pourquoi leurs bungalows sont-ils vides? Grover a remué les sabots mal à l'aise. Il y a une soixantaine d'années, après la Seconde Guerre mondiale, les 3 grands sont convenus de ne plus engendrer de héros. Leurs enfants étaient trop puissants, ils affectaient trop le cours des événements humains, causaient trop de carnage. Tu sais que la Seconde Guerre mondiale fut essentiellement un combat entre les fils de Zeus et de Poséidon d'un côté, les fils d'Hadès de l'autre. La partie gagnante, Zeus et Poséidon, a convaincu Hadès de passer serment avec eux, plus d'aventure avec des mortels. Ils ont tous juré sur le fleuve Styx. Un coup de tonnerre a retenti. C'est le serment le plus solennel qu'on puisse faire. Et je dis, Grover a acquiescé d'un hochement de tête. Et les frères ont tenu leur parole, pas d'enfant. Le visage de Grover s'est assombri. Il y a 17 ans, Zeus a commis une entorse. Il a craqué sur une starlette de la télé, une fille à la coiffure bouffante, très année 1980. Il n'a tout bonnement pas pu résister. Lorsque leur enfant est né, une petite fille prénommée Thalia. Enfin, le Styx ne plaisante pas avec les promesses. Zeus, quant à lui, s'en est bien sorti puisqu'il est immortel, mais il a attiré un sort funeste sur sa vie. Mais ce n'est pas juste. Ce n'était pas la faute de la petite fille. Grover a hésité. Percy, les fils des 3 grands ont des pouvoirs plus grands que les autres sans mêler. Ils ont une aura forte, une odeur qui attire les monstres. Lorsque Hadès a découvert l'existence de la petite fille, ça ne lui a pas fait plaisir que Zeus ait manqué à sa parole. Il a envoyé les pires monstres du Tartare de remonter Thalia. Un satyre a été nommé son gardien quand elle a eu 12 ans, mais il n'a rien pu faire. Il a essayé de l'amener ici, escorté de 2 autres sans mêlés, avec qui elle s'était liée d'amitié. Ils ont presque réussi. Ils sont arrivés jusqu'au sommet de cette colline. Il a pointé du doigt vers l'autre côté de la vallée, vers le grand pin où j'avais combattu le Minotaure. Ils avaient les 3 bienveillants de leur trousse, plus une meute de chiens des enfers. Ils allaient être rattrapés quand Thalia a dit au satyre d'amener les 2, sans mêler en l'usure pendant qu'elle retiendrait les monstres. Elle était blessée et fatiguée.
seule au sommet de cette colline. Quand elle est morte, Zeus a eu pitié d'elle, l'a changée en ce grand pain. Son esprit aide toujours à protéger les limites de la vallée. C'est pour cela que la colline s'appelle Colline des Emmêlés. Je regardais le pain au loin. L'histoire me donnait un sentiment de vide et de culpabilité. Aussi, une fille de mon âge s'était sacrifiée pour sauver ses amis. Elle avait affronté une armée entière de monstres. À côté de cet exploit, ma victoire sur le Minotaure semblait dérisoire. Je me suis demandé si, en agissant différemment, j'aurais pu sauver ma mère. Grover, ai-je dit, y a-t-il vraiment des héros qui soient partis aux enfers pour une quête? Quelques-uns, Orphée, Héraclès ou Digne, et n'ont-ils jamais ramené quelqu'un de chez les morts? Non, jamais. Orphée a bien failli y arriver. Percy, tu ne penses pas sérieusement? Non, moi je m'en dis. Je me demandais, c'est tout. Alors, un satyre est assigné à la protection de chaque demi-dieu. Grover me scrutait avec méfiance. Il n'était pas convaincu que j'ai vraiment abandonné l'idée des enfers. Pas forcément. Nous allons dans beaucoup d'écoles incognito. Nous essayons de repérer les emmêlés qui ont l'étoffe de grands héros. Si nous en trouvons un qui a une forte aura, nous le signalons à Chiron. Il essaye de les surveiller, car ils peuvent causer de très gros problèmes. Et tu m'as trouvé. Chiron a dit que tu pensais que j'étais peut-être spécial. Grover m'a regardé comme si je venais de le piéger. Je n'ai pas... Oh, écoute, ne va pas t'imaginer ce genre de choses. Si tu étais, tu sais quoi, on ne te confierait jamais de quête, et je n'obtiendrai jamais mon permis. Tu es sans doute un enfant d'Hermès, peut-être même d'un des dieux mineurs, comme Némésis, déesse de la vengeance. Ne t'inquiète pas, d'accord. J'ai eu l'impression qu'il cherchait surtout à se rassurer lui-même. Ce soir-là, après le dîner, il y a eu bien plus d'animation que d'habitude. Le moment de capturer l'étendard était enfin arrivé. Une fois les tables débarrassées, la conque a retenti et nous nous sommes tous levés et postés derrière nos bancs. Sous les cris et les acclamations des pensionnaires, Annabeth et deux de ses sœurs sont entrées dans le pavillon en courant, portant une bannière en soie. Celle-ci mesurait environ 3 mètres et elle était d'un gris étincelant, ornée d'un motif représentant une chouette et frais au-dessus d'un olivier. De l'autre côté du pavillon, Clarisse et sa bande sont arrivées avec une bannière de taille identique, mais d'un rouge criard, où se dessinait une lance ensanglantée et une tête de sanglier. Je me suis tourné vers Luc et je lui demandai en criant, pour me faire entendre dans le vacarme, où sont ce sont les étendards. Oui, Arès et Athéna dirigent toujours les équipes. Pas toujours, dit Luc, mais souvent. Alors si un autre bungalow en capture un, qu'est-ce que vous faites? Vous repeignez l'étendard. Il a souri. Tu verras, il faut d'abord en attraper un. De quel côté sommes-nous? Il m'a lancé un regard sournois, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. À la lumière des torches, la balafre de son visage lui donnait un air presque malveillant. Nous avons conclu une alliance temporaire avec Athéna. Ce soir, nous allons reprendre l'étendard à Arès, et toi tu vas nous aider. Les équipes ont été annoncées. Athéna avait passé des alliances avec Apollon et Hermès, les deux plus grands bungalows. Apparemment, leur soutien avait été obtenu grâce à des échanges de privilèges, heures de douche, horaires de corvée, les meilleurs créneaux pour les activités. Les Arès s'étaient alliés avec tous les autres, Dionysos, Déméter, Aphrodite et Héphaïstos. D'après ce que j'avais vu, les enfants de Dionysos étaient de bons athlètes, mais ils n'étaient que deux. Les enfants de Déméter détenaient l'avantage pour tout ce qui était nature et plein air, mais ils n'étaient pas très agressifs. Les fils et filles d'Aphrodite ne
outre mesure, ils passaient la plupart des activités assis à l'écart, regardaient leurs reflets dans le lac, se coiffaient et papotaient. Les enfants des Phaistos n'étaient pas jolis, il n'y en avait que 4, mais ils étaient bien charpentés et costauds. À force de travailler à l'atelier des métaux toute la journée, eux risquaient de poser problème, ce qui, bien sûr, laissait encore le bungalow d'Arès, une douzaine des gamins les plus baraqués, les plus laids et les plus méchants de tout Long Island, voire de la planète entière. Chiron a tapé du sabot sur le marbre. Héros, a-t-il annoncé, vous connaissez les règles. Le ruisseau est la frontière. La forêt entière est permise. Tous les objets magiques sont autorisés. La bannière doit être déployée de façon bien visible et ne peut avoir plus de 2 gardiens. Vous avez le droit de désarmer les prisonniers, mais ni de les ligoter, ni de les bâillonner. Il est interdit de tuer ou de mutiler. Je servirai d'arbitre et de médecin sur le champ de bataille. Armez-vous. Chiron a écarté les mains et les tables se sont soudain couvertes d'équipements, des casques, des épées de bronze, des lances, des boucliers en cuir de bœuf recouverts de métal. La vache, monsieur, exclamait, on est vraiment censé se servir de ces trucs. Luc m'a regardé comme si j'étais fou. Sauf si tu veux te faire embrocher par tes potes du bungalow. 5. Tiens, voici la tiraille de combat que t'as choisi, Chiron. Tu seras de patrouille frontalière. Mon bouclier faisait la taille d'un panneau de basketball. Il était orné d'un caducée au milieu. Il devait peser 500 kilos. J'aurais pu faire du surf des neiges dessus. Pas de problème, en revanche, pour courir vite avec. J'espérais qu'on n'attendait pas ça de moi. Mon casque, comme tous ceux de l'équipe d'Athéna, était surmonté d'un panache de grains bleus. Arès et leurs alliés avaient des panaches rouges. En avant les bleus à griller Annabeth. Nous avons secoué nos épées en poussant des acclamations et nous l'avons suivi par le sentier qui menait au bois du sud. L'équipe rouge a vociféré des railleries contre nous tout en s'éloignant vers le nord. Je suis arrivé à rattraper Annabeth sans me prendre les pieds dans mon équipement. Salut, elle a continué d'avancer au pas de charge. Alors ai-je demandé, c'est quoi le plan? Tu as des objets magiques à me prêter? Sa main s'est rapprochée de sa poche, comme si elle craignait que je lui vole quelque chose. Fais attention à la lance de Clarisse, c'est tout, a-t-elle dit. Ne la laisse surtout pas te toucher avec. À part ça, ne t'inquiète pas, nous allons arracher la bannière aux Arès. Luc, t'a-t-il assigné un poste? Patrouille frontalière, il va savoir ce que ça veut dire. Vastoche, tu te postes près du ruisseau et tu empêches les rouges de passer. Pour le reste, fais-moi confiance. Athéna a toujours un plan. Elle a pressé le pas, me laissant dans la poussière. D'accord, ai-je pas fouillé? Je suis content que tu aies voulu m'avoir dans ton équipe. C'était une nuit chaude et moite. De temps à autre, une luciole traversait l'obscurité. Annabeth m'a posté à côté d'un ruisseau qui gazouillait en rebondissant sur un lit de galets. Puis, elle et les autres membres de l'équipe se sont dispersés entre les arbres, debout, là, tout seul, avec un grand casque à panache bleu et mon énorme bouclier. Je me sentais plutôt idiot. L'épée de bronze, comme toutes les épées que j'avais essayées jusqu'à présent, me faisait l'effet d'être mal équilibré. La poignée de cuir me tirait sur la main comme une boule de bowling. De toute façon, il était impossible qu'on m'attaque. Si, enfin, je veux dire, l'Olympe ne voulait pas se retrouver avec des procès sur le dos tout de même. Au loin, la conca a retenti. J'ai entendu des cris et des hurlements dans les bois, des cliquetis de métal, des gosses qui se battaient. Un allié de chez Apollon, panache bleu au vent, est passé devant moi à la vitesse d'un cerf, a franchi le ruisseau d'un bond et a disparu en territoire ennemi. Super, me suis-je dit, comme d'habitude. Je n'étais pas là où on s'amusait. Alors j'ai entendu un bruit qui m'a donné froid dans le dos. Un grondement bas et canin qui paraissait tout proche. Instinctivement, j'ai levé mon bouclier. Je me sentais traqué. Puis le grondement s'est arrêté. J'ai senti la
sens battre en retraite. Sur l'autre rive du ruisseau, le sous-bois a explosé. 5 guerriers d'Arès ont surgi de l'obscurité en poussant des hurlements. Écrabouillé, le tocard a crié Clarisse. Ses horribles yeux de cochon luisaient entre les fentes de son casque. Elle brandissait une lance longue d'1,50 m, dont la pointe de métal denté clignotait en rougeoyant. Ses frères et sœurs avaient seulement des épées de bronze standard, ce qui ne me réconfortait pas du tout d'ailleurs. Ils ont chargé en traversant le ruisseau. Aucun secours en vue. J'avais le choix entre prendre la fuite ou me défendre tout seul contre la moitié du bungalow d'Arès. Je suis parvenu à esquiver le coup d'épée du premier attaquant, mais ces gars n'étaient pas aussi stupides que des minotaures. Ils m'ont encerclé et Clarisse m'a donné un coup de lance. J'ai paré la pointe avec mon bouclier, mais j'ai senti un picotement douloureux parcourir mon corps entier. Mes cheveux se sont dressés sur ma tête, mon bras qui tenait le bouclier s'est engourdi, et l'air était brûlant. De l'électricité, ces saletés de lance étaient électrifiées. Je suis tombé à la renverse. Un autre cadavre m'a asséné la poignée de son épée dans la poitrine, et j'ai mordu la poussière. Ils auraient pu me réduire en bouillie à coups de pied, mais ils étaient trop occupés à rire. Il a besoin d'une coupe de cheveux, a ricané Clarisse. Attrapez-le par sa tignasse. Je suis arrivé à me relever. J'ai brandi mon épée, mais Clarisse l'a écarté du revers de sa lance, dans une gerbe d'étincelles. À présent, j'avais les deux bras engourdis. Oh la vache, a dit Clarisse. Ce mec me terrifie. Ah, j'ai trop peur. L'étendard est par là, lui ai-je dit, sur un ton que je voulais hargneux, mais je ne suis pas sûr que ce soit passé dans ma voix. Ouais, mais tu vois, a dit une de ses sœurs, on s'en fiche de l'étendard. Ce qui nous intéresse, nous, c'est un mec qui a ridiculisé notre bungalow. Vous n'avez pas besoin de mon aide pour vous ridiculiser, ai-je répliqué. J'aurais peut-être mieux fait de m'abstenir. 2 Arès m'ont attaqué. J'ai battu en retraite vers le ruisseau en essayant de lever mon bouclier. Mais Clarisse a été plus rapide. Son épée m'a piqué en plein dans les côtes. Sur le plastron de mon armure, elle m'aurait embroché. J'ai senti toutes mes dents trembler et menacer de tomber sous la force de la décharge. Électrique, un des compagnons de Clarisse m'a donné un coup d'épée au bras, m'entaillant assez profondément. La vue de mon propre sang m'a donné le vertige, des frissons chauds et froids en même temps. Interdit de mutiler, ai-je bafouillé. Oh zut, a ricané le garçon. Je vais te priver de dessert. Il m'a poussé d'une bourrade et je suis tombé dans le ruisseau. En soulevant une grande gerbe d'eau, ils ont tous éclaté de rire. Je me suis dit que dès qu'ils auraient fini de se marrer, ils me tueraient. Mais alors il s'est passé quelque chose. L'eau semblait réveiller mes sens, comme si je venais d'avaler un sac entier des tragibus spéciales qu'avait serré de maman. Clarisse et ses compagnons de bungalow sont entrés dans le ruisseau pour m'attaquer. Je me suis redressé, prêt à les affronter. Je savais quoi faire. J'ai porté un revers du plat de ma lame sur la tête du premier garçon et envoyé voltiger son casque. Le choc avait été si violent que j'ai vu ses yeux trembler dans ses orbites quand il s'est effondré dans l'eau. I2 numéro 2 et I2 numéro 3 se sont jetés sur moi. J'ai écrasé mon bouclier en pleine figure du premier et je me suis servi de mon épée pour raser le panache de crin du deuxième. Ils sont tous les deux battus en retraite. Visa, I2 numéro 4 n'avait pas l'air pressé d'attaquer, mais Clarisse s'est chargée, toujours brandissant sa lance dont la pointe crépitait. À peine a-t-elle voulu porter le coup que j'ai coincé la hampe de sa lance entre le bord de mon bouclier et mon épée. Je l'ai fauchée comme une brindille. Arc, a-t-elle hurlé, pauvre taré, ver putride. Elle allait sans doute me gratifier de quelques autres horreurs. Mais, bien senti, mais je lui ai asséné le manche de mon épée entre les deux yeux, et je l'ai forcé à sortir à reculons du ruisseau. À ce moment-là,
J'ai entendu des cris excités et j'ai aperçu Luc qui fonçait vers la frontière en portant très haut la bannière de l'équipe rouge. Il était flanqué de 2 Hermès qui le couvraient et suivi de quelques Apollons qui repoussaient les enfants d'Héphaïstos et à leur trousse. Les gars d'Arès se sont relevés et Clarisse et Hébété a juré entre ses dents. Un stratagème, a-t-elle crié, un stratagème. Les Arès se sont élancés à la poursuite de Luc, mais il était trop tard. Tout le monde a convergé vers le ruisseau, où il pénétrait en territoire ennemi. Ami. Notre camp a explosé en bravos et en applaudissements dans un sentiment. La bannière rouge a viré à l'argenté. Le sanglier et la lance ont été remplacés par un immense caducée, symbole du bungalow 11. Les membres de l'équipe bleue ont hissé Luc sur leurs épaules et l'ont porté en triomphe. Chiron est sorti des bois au petit galop et il a soufflé dans la conque. Le jeu était fini. Nous avions gagné. J'allais me joindre à la fête quand la voix d'Annabeth, juste à côté de moi, dans le ruisseau, a dit pas mal le héros. J'ai tourné la tête, mais Annabeth n'était pas là. Où as-tu appris à te battre comme ça a-t-elle demandé. L'air a scintillé et elle s'est matérialisée. Une casquette de baseball à la main, comme si elle venait de la retirer. J'ai senti la colère monter en moi. Je n'étais même pas impressionné par le fait qu'elle était invisible. Tu m'as fait un coup fourré. Et je dis, tu m'as placé ici parce que tu savais que Clarisse viendrait m'attaquer pendant que tu envoyais Luc par le flanc de la colline. Tu avais tout calculé. Je te l'avais dit, a répondu Annabeth en haussant les épaules. Athéna a toujours un plan pour me faire pulvériser. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. J'allais sauter dans la mêlée, mais tu n'avais pas besoin d'aide. Alors elle a remarqué mon bras blessé. Comment tu t'es fait ça? C'est une blessure d'épée. Qu'est-ce que tu t'imagines? Non, c'était une blessure d'épée. Regarde. Il n'y avait plus de sang à la place de la grande estafilade béante. Il y avait maintenant une longue cicatrice blanche, et même celle-ci s'estompait rapidement sous mes yeux. Elle s'est réduite à une petite griffure et elle a disparu. Je comprends pas, ai-je dit. Annabeth réfléchissait intensément. Tout juste, si je ne voyais pas les rouages de son cerveau tourner. Elle a regardé mes pieds, puis la lance brisée de Clarisse. Elle m'a dit, sors de l'eau, Percy. Qu'est-ce que? Sors, c'est tout. Je suis sorti du ruisseau et immédiatement je me suis senti terrassé de fatigue. Mes bras se sont engourdis de nouveau. L'adrénaline a reflué de mon système. J'ai failli tomber, mais Annabeth m'a retenu. Oh Styx, a-t-elle juré. C'est pas bon ça. Je ne voulais pas. Je croyais que ce serait Zeus. Avant que j'aie pu lui demander ce qu'elle voulait dire, j'ai entendu de nouveau le grondement canin, le même mais beaucoup plus proche. Un hurlement a déchiré la forêt. Les acclamations des pensionnaires se sont tues instantanément. Chiron a crié quelque chose en grec ancien.
terminé sa minute de gloire. Clarissa a hurlé. C'est la faute à Percy. C'est Percy qui l'a appelé. Calme-toi mon petit, lui a dit Chiron. Nous avons regardé le corps du chien des enfers se réduire à une ombre, puis s'enfoncer dans le sol et disparaître. Tu es blessé, Percy, m'a dit Annabeth. Entre dans l'eau, vite. Ça va? Non, ça ne va pas, a-t-elle insisté. Chiron regardait. J'étais trop fatigué pour discuter. Je suis redescendu dans le ruisseau devant tous les pensionnaires qui s'attroupaient autour de moi. Immédiatement, je me suis senti mieux. J'ai senti les entailles de ma poitrine se refermer. Certains pensionnaires ont hoqueté de surprise. Écoutez, je ne sais pas pourquoi, ai-je dit en essayant de m'excuser. Je suis désolé, mais ils ne regardaient pas mes plaies se cicatriser. Ils fixaient quelque chose au-dessus de ma tête. Percy, a dit Annabeth en pointant du doigt. Le temps que je lève la tête, le signe s'estompait déjà, mais j'ai pu distinguer l'hologramme de lumière verte qui tournoyait en scintillant une lance à 3 points, un trident. Ton père, a murmuré Annabeth, ce n'est vraiment pas bon. Déterminé, a dit Chiron. Autour de moi, tous les pensionnaires se sont agenouillés, y compris les Arès, comme s'ils avaient l'air de s'exécuter à contre-cœur. Mon père, je demandais complètement dérouté. Poséidon, a dit Chiron, maître des tremblements de terre et des tempêtes, père des chevaux. Salut à toi, Percy Jackson, fils du dieu de la mer. Et voilà, c'est la fin du chapitre. Incroyable. C'est de mieux en mieux. En tout cas, moi j'ai bien kiffé. J'espère que ça vous a plu aussi. Que là, la vidéo a duré vraiment longtemps. C'est cool, je pense que je ferai 2 chapitres à chaque fois. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine et voilà. Salut.